Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter le conférencier de ce matin, Simon Collin, qui travaille sur le numérique en éducation. Alors déjà, je tiens à le remercier au nom du comité d'organisation d'avoir accepté notre invitation. Pour nous, c'est un plaisir de l'accueillir sur cette thématique qui est la thématique phare de cette semaine CIEF. Donc, Simon Collin, il nous vient de la faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal. Il est professeur et puis il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'équité numérique en éducation. Il est responsable à ce jour de nombreux projets de recherche sur le numérique en éducation, des projets financés par des fonds externes. Il travaille notamment actuellement sur les enjeux éthiques de la conception des technologies éducatives impliquant l'intelligence artificielle. C'est un projet financé par l'Observatoire international sur les impacts sociaux de l'IA et du numérique. Il travaille également sur la qualité de la relation pédagogique dans les dispositifs d'enseignement en ligne, un projet financé par la Fédération du personnel de l'enseignement privé, et puis un autre projet en cours sur l'appropriation des tablettes tactiles par les futurs enseignants dans le cadre de leur étude universitaire. Un projet financé par le Conseil de recherche en sciences humaines. Donc, il a un certain nombre de publications scientifiques au niveau francophone ou anglophone. Donc, je vais lui laisser la parole pour qu'il nous présente l'ensemble de ses travaux. Et puis, je tiens encore à le remercier pour sa présence aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous voulez, à me dire quand il reste environ 5 minutes sur les 45 minutes prévues. Oui, on gardera 5 minutes à la fin pour les questions. En fait, idéalement, même plus. J'espère avoir au moins 45 minutes de discussion, si c'est possible. Bonjour à tout le monde. Je suis honoré d'être là avec vous, de poursuivre la réflexion qui a été entamée hier sur la thématique du numérique en éducation, sachant qu'elle va porter dans le cadre de cette intervention sur un aspect précis, à savoir l'étude des effets des technologies sur l'éducation, l'étude des impacts aussi, l'étude de l'impact des technologies sur l'éducation. C'est une notion des discours, des pratiques que j'aimerais pouvoir finalement discuter, déconstruire de manière à en souligner les limites, éventuellement de montrer aussi des alternatives à cette visée-là qui est quand même centrale et qui a, à mon avis, structuré ces dernières décennies, en partie en tout cas, le champ d'étude des technologies en éducation. Hier, Cédric Flukiger, dans sa conférence plénière, a invité à adopter une vigilance critique envers les politiques, les pratiques des technologies en éducation et puis les discours qui servent à les légitimer. Et finalement, avec l'agenda que je vous propose pour cette intervention, c'est un peu une invitation que je reprends à mon compte et qui va donc porter sur vraiment l'étude des effets des technologies sur l'éducation. Je vais maintenant parler davantage, c'est pour synthétiser là, de l'étude des effets des technologies. Ces études, l'effet des technologies, les impacts des technologies a régulièrement fait l'objet de critiques dans la littérature sur les technologies en éducation depuis maintenant plusieurs décennies. En éducation et en sciences humaines et sociales plus généralement. Alors on peut se demander pourquoi finalement continuer à en discuter. Il y a deux raisons qui m'invitent à le faire aujourd'hui avec vous. D'une part, c'est l'étude des effets des technologies est quand même résistant dans le temps et il est toujours, je pense, opératoire dans le champ d'étude des technologies en éducation. Ça s'explique sans doute par le fait que cette question fédératrice a réussi à agréger des intérêts mutuels de différents acteurs, notamment des acteurs politiques, techniques, économiques, pratiques, etc., qui fait qu'il y a une stabilisation ici d'un réseau d'intérêts et de préoccupations autour de cette question des effets, à tel point qu'on peut se demander si ça n'a pas lieu ou si ça ne se rapproche pas d'un paradigme quasiment dans l'étude des technologies en éducation. Et à partir du moment où cette voie-là, ces discours, ces pratiques sont toujours opérants, ça vaut le coup de continuer à en souligner les limites. Et là encore, dans l'idée d'une tradition scientifique, de débattre là-dessus pour éventuellement proposer des alternatives qui sont elles-mêmes critiquables et qui soient elles-mêmes sujets à débat, etc.
Autre point, au-delà de la critique même de l'étude des effets des technologies, c'est bien les alternatives qui sont intéressantes et c'est d'ailleurs la condition à une critique qui est constructive. Autrement dit, critiquer, si ce n'est pas pour proposer des alternatives, c'est finalement peut-être une perte d'énergie. Autant dans ce cas-là, passer son temps à essayer d'accommoder les études d'effets. La force de ces critiques-là, c'est bien sûr dans les alternatives qu'elles sont capables de proposer. Et dans le cadre de cette proposition, de cette intervention, j'aimerais proposer une alternative à l'étude des effets des technologies, une alternative parmi d'autres qui elle-même donc, est sujette à critique, etc. Alors, il y a quand même un risque, en fait deux risques dans la conférence que je vous propose. Le premier, c'est que les technologies en éducation, c'est un champ d'études qui est interdisciplinaire, qui est aussi international, donc qui regroupe vraiment beaucoup de communautés de chercheurs différents qui se positionnent bien sûr différemment par rapport à l'étude des effets. Autrement dit, tous les chercheurs, bien sûr, n'étudient pas les effets des technologies, puis les chercheurs qui s'y penchent ne les étudient pas pareillement. Alors, le risque ici, c'est de proposer une analyse, finalement, une critique qui soit relativement amalgamante, qui ne fasse pas honneur à la diversité, à la nuance qui existe dans le domaine des technologies en éducation. C'est-à-dire, c'est un risque que j'accepte de relever dans la mesure où la question des effets des technologies, je pense, est suffisamment centrale et structurante, comme je le disais, pour pouvoir être un point d'intérêt pour l'ensemble de la communauté ou des communautés qui travaillent sur les technologies en éducation. Le deuxième risque, quand on propose des alternatives, c'est de glisser ou de les proposer de manière relativement dogmatique, donc comme si l'alternative était un cadre de pensée unique, autosuffisant pour se substituer à l'objet qu'on critique. Et de ce point de vue-là, il faut simplement garder en tête qu'une alternative proposée est toujours qu'une alternative parmi d'autres, et donc qu'elle est elle-même sujette à ses propres limites et à la discussion. En somme, ce que je vous propose avec le temps qu'on a, c'est de continuer à alimenter un débat scientifique en proposant de changer les termes de la discussion, donc effets des technologies sur l'éducation, et de cadrer autrement la relation entre technologie et éducation en vue de renouveler les perspectives et les questionnements à leur égard. Pour ce faire, je vais d'abord faire un retour sur l'étude des effets des technologies sur l'éducation et certaines de leurs limites, dont une qui me paraît centrale et peut-être génératrice des autres, à savoir l'approche technocentrée qu'elle induit. Et ensuite proposer des approches sociotechniques qui peuvent être une alternative, comme je le disais, parmi d'autres, pour conceptualiser la relation technologie et éducation. Alors, je commence donc par quelques points sur les technologies en éducation sous l'angle des effets, en rappelant quelques banalités qu'on connaît finalement, puis je pense que Cédric les a évoquées d'ailleurs hier. Un argument central de l'industrie tech et des politiques sur les technologies en éducation pour justifier l'intégration des technologies en éducation, c'est qu'elles sont susceptibles d'améliorer l'éducation. Donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. Le projet est essentiellement positif. Cette déclinaison de l'amélioration de l'éducation par les technologies se passe à différents niveaux. On a le niveau méso-macro où les technologies seraient capables d'améliorer le fonctionnement des établissements et des systèmes scolaires. Alors, à ces niveaux-là, on retrouve par exemple l'idée que les technologies pourraient permettre d'optimiser les services scolaires, de mieux les distribuer, pourraient permettre de moderniser l'école, un grand thème qu'on entend, pour l'adapter à une société et des apprenants qui ont changé alors que l'école ne l'aurait pas fait, à résoudre les inégalités numériques et scolaires entre les élèves, etc. À ce niveau-là, c'est beaucoup ce genre d'arguments qu'on met de l'avant. Mais on retrouve aussi des arguments qui vont dans le sens des technologies pour améliorer l'éducation au niveau davantage micro et qui ont d'ailleurs suscité beaucoup d'études scientifiques où ici les technologies seraient capables d'améliorer les pratiques et les processus d'enseignement et d'apprentissage, donc à un niveau notamment pédagogique. Alors ici, on va invoquer par exemple le fait que les technologies permettraient éventuellement de contrer le décrochage scolaire en suscitant plus de motivation chez les élèves, de former des citoyens pour les préparer à une société numérique, de personnaliser l'apprentissage aussi pour une école qui l'est pas assez, etc. C'est souvent ce genre de discours qui reviennent à ce niveau-là. Sur la base de ces arguments-là,
que la technologie permettrait d'améliorer l'éducation, il y a des investissements massifs qui ont été faits régulièrement à travers le temps, en fait pas régulièrement justement, il y a des fois des pics d'investissement, puis ensuite des périodes un peu plus creuses, mais c'est des investissements qui se retrouvent au niveau politique d'une part, développement donc, de politique ministérielle, de projets d'établissement, etc., financier et matériel, avec l'achat de l'équipement, sa maintenance, humain, formation des enseignants, personnel dédié à l'intégration du numérique en éducation, on pense aux conseillers technopédagogiques, aux techniciens également, informatiques, et puis scientifiques. Il y a beaucoup de recherches qui sont commandées ou effectuées sur les technologies en éducation. Par exemple, au Québec, deux exemples finalement d'investissements qui sont relativement récents. En 2018, le gouvernement du Québec a lancé un plan d'action numérique à hauteur de 1,186 milliard sur 5 ans, bien sûr. Il ne s'agissait pas d'un financement sur une année seulement. Et puis, plus récemment, le ministère de l'Éducation a lancé 10 millions pour développer des systèmes d'intelligence artificielle qui permettraient de soutenir le système scolaire et puis l'enseignement et l'apprentissage. Donc, on voit effectivement qu'il y a des investissements qui sont relativement massifs, basés sur les arguments donc, que les technologies permettraient d'améliorer l'éducation. En retour, ces arguments et ces investissements créent une pression forte sur les chercheurs du champ d'études des technologies en éducation pour étudier les effets, donc les impacts des technologies sur l'éducation, en vue d'en déterminer l'efficacité. L'idée, c'est de savoir finalement est-ce que les investissements qu'on a consentis et les arguments qu'on a utilisés pour les justifier en valent la peine. Essentiellement, c'est ça. Sachant que les politiques elles-mêmes sont redevables et doivent justifier leurs actions. On a donc un couplage effet-efficacité qui s'est constitué et qui constitue, à mon avis, une tendance historiquement structurante dans l'étude des technologies en éducation, comme je le disais en introduction. Et ce couplage-là, il est particulièrement renaissant à chaque arrivée d'une nouvelle technologie ou d'une nouvelle politique sur le numérique en éducation, parce qu'on se demande alors justement, est-ce que ça vaut la peine d'investissement en termes d'amélioration de l'éducation. À partir de là, donc, il n'y a rien de vraiment nouveau. Quelques limites qui sont liées à l'étude des effets des technologies, à ce couplage effet-efficacité, qui ont été là encore évoqués par Cédric, mais que j'ai regroupé peut-être différemment en 4 points. La première, c'est que étudier les effets des technologies sur l'éducation propose un questionnement empirique qui était très quadrillé. Essentiellement, ça tourne autour de est-ce qu'il y a présence ou absence d'effets, et puis s'il y a présence d'effets, est-ce que ces effets sont positifs, négatifs ou bien nuls. Et puis c'est ça qui permet plus ou moins de répondre aux préoccupations et aux arguments qui sont vis-à-vis du numérique en éducation. Donc il y a une ligne empirique là, qui est très déterminée. Or, les résultats empiriques sur les effets sont relativement peu conclusifs pour différentes raisons. Ici, j'en cite 2, mais il y en aurait sans doute d'autres qu'on pourrait ajouter. D'une part, les acteurs éducatifs qui sont enclins à participer aux études sur les technologies en éducation sont souvent peu représentatifs de l'ensemble du corps enseignant ou du corps des acteurs éducatifs. C'est d'autant plus le cas lorsque la technologie étudiée est une nouvelle technologie en éducation, parce qu'on parle alors des adopteurs précoces, et de sorte que c'est des caractéristiques d'enseignants, des profils qui ne sont pas forcément représentatifs des autres enseignants, ce qui pose un problème de validité externe et de mise à l'échelle par la suite. Comment est-ce qu'on arrive à massifier ensuite ou à reproduire des études d'une part, à massifier ensuite des pratiques, si elles ont été basées, élaborées sur des enseignants qui sont finalement assez peu représentatifs. Autre point peut-être plus important, c'est qu'on a de la difficulté à isoler les effets qui relèvent spécifiquement des technologies. Ça a été mentionné plusieurs fois dans la littérature, et ici je trouve Oliver est relativement explicite. Ce qu'il nous dit, c'est finalement lorsqu'on étudie les effets des technologies sur une situation pédagogique, on observe une pratique sociale, celle de l'enseignement et de l'apprentissage, et on en tire des conclusions qu'on attribue spécifiquement aux technologies, alors même qu'elles viennent de l'ensemble de la situation éventuellement, et on néglige par là même les autres composantes de la situation éducative qu'on a regardée.
de sorte que l'efficacité des technologies en éducation est finalement difficile à prouver empiriquement. Et le fait que ce soit difficile à prouver amène une certaine polarisation dans laquelle on a notamment deux extrêmes. Bien sûr, il y a toute une palette entre les deux. Mais si on veut, disons, porter un regard un peu grossier là-dessus, on peut distinguer à un bout du continuum les chercheurs qui perçoivent un fort potentiel des technologies pour l'éducation, mais qui peinent à l'actualiser en effets positifs, tangibles et généralisables. Alors on les traite de technophiles. Et puis à l'autre bout du continuum, des chercheurs qui observent des effets marginaux nuls ou négatifs, des effets des technologies sur l'éducation, et pour qui l'absence d'effets positifs irréfutables est bien la preuve que les technologies servent à rien, que les investissements sont mal faits et que finalement les technologies n'améliorent pas, voire finalement empire le cadre d'éducation. Donc une première limite ici qui est liée davantage donc à la manière de mener les recherches sur cet objet-là. Une deuxième limite, c'est que étudier les effets des technologies en éducation invite à un amalgame dans lequel on glisse assez facilement entre innovation technique et innovation pédagogique. Là encore, c'est un argument qui a été fait régulièrement quand même à travers le temps. Autrement dit, on tombe assez vite dans du solutionnisme technologique, pour reprendre Morozov, où les technologies seraient la solution à des problèmes éducatifs complexes. Or, c'est rarement le cas. Parce que c'est rarement le cas, on tombe assez vite sur ce qu'on appelle des cycles de hype, hope, disappointment lors de l'arrivée d'une nouvelle technologie qui a été donc développée par Cuban en 86 déjà, et qui a été depuis régulièrement constaté, à savoir qu'une nouvelle technologie va susciter beaucoup d'enthousiasme au départ, beaucoup d'enthousiasme sur le fait qu'on ne la connaît pas trop, justement. Donc des attentes très élevées. Vient ensuite l'appropriation et les tentatives d'appropriation de cette technologie par les acteurs éducatifs, et qui s'avèrent plus fastidieuses que ce qu'on imaginait par rapport aux attentes un peu irréalistes de départ, de sorte que finalement on se rend compte que la technologie ne va pas tout à fait remplir les promesses qu'on lui avait attribuées. S'ajoutent également des recherches qui effectivement ont du mal à prouver l'efficacité telle qu'on s'attend à la trouver. Donc une certaine déception, ou en tout cas une perte d'intérêt vis-à-vis de cette technologie par rapport aux attentes initiales, perte d'intérêt qui est toutefois ensuite reportée sur une nouvelle technologie qui va susciter de l'enthousiasme, etc. Et de ce point de vue-là, il faut dire que les développements techniques actuels étant de plus en plus rapides, on a beaucoup de cycles de hype, hope, disappointment, et qui vont en fait en fréquence, ils montent en fréquence. Une troisième limite de ce champ de discours et de pratique, c'est que étudier les effets amène à une démarche relativement applicationniste prédictive. Je reprends ici les termes de Baron et de Flukiger. Une démarche qui problématise peu finalement les finalités poursuivies par la recherche d'efficacité des technologies sur l'éducation. Autrement dit, l'efficacité des technologies, mais par rapport à quels critères et en fonction de quelles valeurs. De ce point de vue-là, donc, il y a peu d'invitation à une distanciation critique, et lorsqu'il y a peu de distanciation, il y a une récupération possible de l'étude des effets et de l'efficacité des technologies dans des logiques éventuellement qui s'imposent, les logiques dominantes, et notamment pour beaucoup d'auteurs, des logiques néolibérales. Autrement dit, pour certains auteurs, je vais rester plus nuancé, l'étude des effets des technologies et de l'efficacité des technologies en éducation répond à une visée de rationalisation de l'éducation pour en augmenter le rendement, puis ça se vérifie effectivement avec certains exemples et certaines études, notamment celle de Noble sur la formation à distance, quand il a montré comment la formation à distance a émergé. Sa conclusion, c'est qu'elle n'a pas émergé pour des raisons pédagogiques, mais bien pour des raisons économiques au niveau des universités notamment. Finalement, une dernière limite qui pour moi est génératrice donc, de toutes les autres et qui est peut-être à la base de toutes les autres, c'est que l'étude des effets des technologies en éducation induit une approche qui est relativement technocentrée de la relation technologie-éducation.
Alors, ce que j'entends par une approche technocentrée, c'est relativement large et ça va se décliner en différentes versions. Dans une version extrême qui est somme toute assez peu courante, on tombe dans le déterminisme technologique de l'éducation. Les technologies détermineraient l'éducation. Donc, les technologies entretiendraient une relation causale et unidirectionnelle avec l'éducation, dans le sens où elles seraient moteur de progrès, moteur d'amélioration de l'éducation. C'est dans ces visions un peu extrêmes, notamment au niveau politique, qu'on trouve tout le discours sur les technologies vont révolutionner l'éducation. Dans les faits et dans la pratique, les approches technocentrées sont quand même plus subtiles et plus nuancées. Elles invitent davantage à penser que la technologie a un potentiel éducatif, disons, elle est porteuse d'un potentiel éducatif, dont l'actualisation effective dépend de certaines conditions. Parmi ces conditions-là, les acteurs éducatifs, la situation éducative, le milieu socio-éducatif, etc. Donc, davantage une prise en compte de certaines dimensions éducatives, mais toujours dans l'idée que les technologies peuvent quand même avoir une relation causale avec l'éducation. Ces approches technocentrées-là, elles sont donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, a priori structurantes en tout cas pour l'étude des technologies en éducation. Elles sont aussi la plupart du temps induites par les choix des chercheurs dans leurs objets d'étude, dans les concepts qu'ils mobilisent, plus qu'elles sont revendiquées, explicitées, objectivées par les chercheurs. Donc, finalement, elles sont plus là en latence, en filigrane des objets et des choix qui sont effectués par les chercheurs que comme une revendication explicite. À partir de là, on peut d'ailleurs se demander si approche est le bon terme, approche technocentrée, parce que peu de monde se revendique des approches technocentrées, ce serait plutôt des conceptions induites par des choix qui sont faits ailleurs. Ces approches-là ou ces conceptions postulent une différence de nature entre technologie et éducation. La technologie aurait une certaine nature qui serait technique, l'éducation une autre nature qui serait davantage éducative, sociale, et donc elles auraient une relative autonomie puisqu'elles ne sont pas de même nature, et c'est cette autonomie-là qui permettrait à la technologie d'impacter finalement l'éducation. On retrouve effectivement une série de points dichotomiques dans la manière dont on conçoit communément la technique et l'éducation. La technique aurait donc une nature technique, elle serait donc gérée, elle serait l'affaire d'acteurs eux-mêmes techniques, des spécialistes de l'informatique, etc. Davantage le fait de compagnies privées, en tout cas beaucoup pour les technologies de l'information et de la communication, et elles obéiraient à un fonctionnement davantage technocratique. C'est des experts qui sont en charge de son fonctionnement finalement et de sa régulation. Alors que l'éducation répond dans les visions communes à d'autres critères, elle aurait davantage une nature sociale, donc elle tombe dans la juridiction des acteurs politiques et sociaux, gérés par des institutions publiques avec un fonctionnement qui est plus proche d'un fonctionnement démocratique. Alors, ce postulat d'une différence de nature et donc d'une autonomie conséquente entre technologie et éducation, pour certains auteurs comme Lowe en 1991, repose sur une mécompréhension historique du lien entre technique et société. J'aurais aimé ici vous donner la citation entière de Lowe, mais le livre est à la maison et j'ai oublié de l'emmener. Dans cette citation-là, Lowe finalement s'étonne qu'on n'ait pas réussi à concevoir dans les discours communs la technique comme quelque chose d'éminemment social, culturel. Il dit pour le langage, on n'a pas eu de problème à concevoir que le langage est intrinsèquement humain et social. Pour le corps, on n'a pas eu de problème à le concevoir comme intrinsèquement humain et social. Pour les technologies, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à ce rendre-là. On est resté sur une dichotomie apparente et supposée entre technique et société. C'est là que les apports des études interdisciplinaires de la technique sont précieux à mon avis. Dans ce cas-ci, je vais davantage mobiliser les études en sciences et technologies ou les études sciences, technologies, société, parce qu'elles ont précisément repensé ce rapport entre technique et société qu'on peut reprendre à nouveau frais pour le cas des technologies et de l'éducation. Et c'est ce que je vous propose maintenant de voir. À travers donc les approches sociotechniques que je vais commencer par mettre en contexte. Alors, le champ des sciences, technologies et sociétés ou des Science and Technology Studies étudie les enchevêtrements complexes entre sciences, technologies et sociétés en termes de formes de savoir et formes de pouvoir inextricables à travers le temps.
Et un consensus est formé, je pense, à cet égard, à savoir que la technique est un fait culturel et non pas justement un fait uniquement technique. Autrement dit, la technique ne peut pas être comprise en dehors de l'histoire humaine et à ce titre-là, la technique est à rapprocher justement du langage. Elle s'en différencie assez peu finalement, si ce n'est par des propriétés externes. Au sein des STS, les études sur le social shaping of technology à partir des années 80 ont poursuivi la réflexion sur la conceptualisation de la relation entre technique et société et en opposition à une différence de nature que je mentionnais entre technique et société. Donc elles ont pris ça frontalement en se disant cette opposition entre la technique d'un côté qui aurait une nature technique, le social qui aurait une nature sociale, est-ce qu'elle tient vraiment la route? Et elles en ont conclu que non. Par là même, elles ont cherché à la dépasser. Et ce qu'elles mettent de l'avant, c'est les arguments suivants. La technologie a certes une nature technique dans la mesure où elle est en partie conditionnée par les développements techniques antérieurs, conditionnés mais pas forcément déterminés. Par contre, elle a aussi, en plus de sa nature technique, une nature qui serait sociale. Bien sûr, elle est conçue par des humains, des concepteurs pour d'autres humains, des usagers, dans un contexte qui est toujours socio-historiquement situé. Mais au-delà de ça même, une technique n'a de valeur que si elle est utilisée. Autrement dit, la technique a besoin des usagers. La technique est indissociable et les objets techniques sont indissociables de gestes, de pratiques, de représentations, de valeurs sociales qui ont contribué à leur conception, qui contribuent à leurs usages également. Ces études-là ont poussé un peu plus loin, en renversant aussi la situation et en disant la société, pour sa part, a bien sûr une nature sociale. Elle est forgée par les interactions entre les acteurs qui y participent, mais elle a aussi elle-même une nature technique, notamment parce que les technologies constituent les interactions sociales et contribuent par là même, en les constituant, à les stabiliser, en les ordonnant, en les cadrant. Finalement. Cadrant ici qui veut dire à la fois rendre possible, mais aussi contraindre en rendant possible. Et c'est ce qui a amené Latour à intituler un de ses articles « La technologie, c'est finalement la société rendue durable », à partir d'une réflexion qu'il a menée dès 1987 avec Strum, où il comparait les sociétés humaines et les sociétés de babouins, et où il disait la grande différence, c'est que les sociétés humaines sont plus stabilisées. Stabilisées par quoi? Notamment par des objets techniques qui prolifèrent et qui en assurent la stabilité, la relative stabilité par rapport aux babouins qui ont un fonctionnement social là, beaucoup plus fluide, éphémère, changeant, où un jeune babouin peut tout d'un coup prendre les rênes du pouvoir parce que c'est lui qui a la force à ce moment-ci. De ce point de vue-là, donc technologie et société ont finalement une même nature hybride. La technologie a une nature technique et sociale, la société a une nature sociale et technique. Elles ont donc toutes les deux une nature socio-technique, de sorte qu'il n'est pas possible de les distinguer par leur nature puisqu'elles partagent une même nature. Elles ne sont donc pas autonomes l'une de l'autre, comme pourraient laisser penser donc, les études sur les effets des technologies. Il y a dans les social shaping of technology, il y a différentes manières dont cette nature sociotechnique a été rendue. Hughes a parlé par exemple de tissus sans couture, pour dire qu'on ne peut pas les dissocier. D'autres ont parlé davantage d'ensemble sociotechnique, ou en français on parle beaucoup de dispositifs sociotechniques pour parler de cette imbrication serrée et inextricable. Alors, ça a donné lieu donc aux approches qu'on pourrait appeler socio-techniques, qui sont ici donc tirées de ces travaux-ci. Des approches sociotechniques qui se sont penchées sur l'innovation technologique et qui l'ont approché comme un processus de stabilisation progressive d'un dispositif sociotechnique depuis la conception jusqu'à l'usage. En fait, au départ, ils se sont beaucoup focalisés sur la conception uniquement. Ensuite, ils ont ramené là-dedans aussi l'usage de manière à avoir une vision plus complète du processus d'innovation. Dans l'étude de l'innovation proposée par les approches sociotechniques, se pose la question de savoir quels sont les acteurs qui sont impliqués. C'est d'ailleurs la question centrale du social shaping of technology, qui façonne finalement les technologies. Et de ce point de vue-là, elles sont à même de prendre en compte les multiples acteurs, donc techniques, économiques, politiques et sociaux, qui contribuent à façonner les technologies. À partir toutefois de divers intérêts et de diverses valeurs et pas sur un même pied d'égalité. Autrement dit, les différents acteurs qui interviennent dans le processus n'interviennent pas forcément sur un même pied d'égalité parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités d'intervenir sur le processus d'innovation, dépendamment notamment du moment où ils interviennent dans le processus d'innovation. Et de ce point de vue-là, nos enseignants, je le dirai tout à l'heure, interviennent relativement tard dans le processus d'innovation.
Un autre point qui a été amené par les approches sociotechniques, c'est l'ambivalence. Ambivalence d'une innovation technologique dans la mesure où elle est toujours suspendue entre différents futurs possibles les choix effectués à un moment donné sont faits en fonction des choix précédents, des négociations, des compromis, des contraintes, de sorte qu'on est loin d'un processus qui commencera avec le cahier des charges puis qui sera ensuite une application ou un déroulement du cahier des charges. Tout ça est beaucoup plus incertain, beaucoup plus dynamique et ambivalent. Une dernière dimension finalement qui me semble intéressante avec ces approches, c'est qu'elles ont en latence une dimension politique performative. Autrement dit, les dispositifs sociotechniques contribuent à ordonner le réel par le cadrage des relations qu'ils proposent. Dans ce sens-là, ils génèrent ou ils contribuent à générer un ordre social particulier. Tout un travail de délimitation et de catégorisation se fait durant le processus d'innovation à propos de la réalité, à propos des acteurs. Et ces catégorisations, ces délimitations sont justement objet de négociation entre les différents acteurs qui interviennent dans le processus de négociation. Les études ont montré d'ailleurs que certains usagers des technologies repoussent le statut d'usager parce qu'ils veulent une plus grande part ou prennent une plus grande part dans le processus d'innovation, de sorte que l'étiquette d'usager leur convient plus trop. Donc, il y a des négociations comme ça et du travail de délimitation. Akrish, là-dessus, a de très bons mots pour expliquer cette dimension politique performative. Donc, je me suis permis d'ajouter sa citation. Elle nous dit « Dans le même temps qu'ils produisent des modes d'organisation sociale, les objets techniques les naturalisent, les dépolitisent, dans le sens où ils masquent la dimension politique et non pas ils enlèvent la politique, leur confèrent un contenu autre, le renversement a posteriori de toutes les histoires particulières qui ont abouti à la mise en place et au fonctionnement de certains objets techniques est à la base de ces processus de naturalisation, c'est-à-dire de fixation univoque de liens de causalité. C'est peut-être pour cette raison d'ailleurs qu'on est resté sur une compréhension commune qui oppose nature technique, nature sociale de l'autre. Ce serait un effet a posteriori d'une technologie qui s'est finalement transformée en boîte noire. C'est de cette manière que les objets techniques construisent dans notre histoire et nous imposent certains cadres de pensée. Alors, je regarde l'heure. OK. Mobilisés pour l'étude des technologies en éducation, les approches sociotechniques peuvent contribuer de différentes manières. Elles permettent d'une part de situer les objets techniques, les technologies, au cœur de dispositifs sociotechniques et non pas de les aborder comme des objets autonomes les uns des autres. Donc, les technologies, finalement, sont en relation avec d'autres acteurs et l'intégration d'une technologie en éducation sous l'angle des approches sociotechniques correspond à un processus de stabilisation progressive d'un dispositif sociotechnique en tension avec d'autres dispositifs sociotechniques qui sont déjà existants au sein d'une situation éducative qui elle-même représente un dispositif sociotechnique. Toute l'idée, c'est de savoir comment agencer, comment intégrer finalement un dispositif sociotechnique à un dispositif déjà existant et dans quelle mesure ça rebrasse l'agencement relationnel qui était présent. Par exemple, sur le plan des supports pédagogiques, le remplacement d'un manuel scolaire papier par un manuel scolaire numérique peut sembler relativement anodin. Pourtant, dans les approches sociotechniques, on voit que ça ajoute un paquet de nouveaux acteurs qu'il va falloir prendre en compte et qu'il va falloir intégrer à la situation pédagogique. Pour l'enseignant, ce n'est pas forcément moins de travail. Donc, au contraire, c'est plus de travail que d'arriver à agencer relationnellement ces nouveaux acteurs-là avec le dispositif sociotechnique préexistant. Sur le plan des contenus éducatifs, on peut distinguer des séquences pédagogiques autoportantes, par exemple des systèmes de tutorat intelligents, des applications d'apprentissage des langues, des mondes virtuels, des MOOC, donc qui sont relativement autoportants, mais qui, parce qu'ils sont autoportants, sont porteurs d'une prescription forte sur les acteurs éducatifs parce qu'ils prennent en charge une partie des tâches pédagogiques qui normalement reviennent aux enseignants, alors que d'autres contenus qu'on pourrait appeler des ressources pédagogiques, des exercices en ligne, des histoires virtuelles, des vidéos, elles proposent moins de prescription de ce point de vue-là, dans la mesure où elles prennent moins en charge des tâches pédagogiques et donc les tâches pédagogiques restent davantage sous le jugement professionnel de l'enseignant, sous sa maîtrise. Les approches sociotechniques pour les technologies en éducation permettent également donc, de prendre en compte la pluralité des acteurs et des valeurs qui contribuent à façonner un dispositif sociotechnique depuis la conception jusqu'aux usages. Et il me semble qu'il y a ici quelque chose d'intéressant. L'étude des technologies en éducation s'est beaucoup
je pense, focalisé sur les usages. Certaines communautés de chercheurs se sont spécialisées sur la conception, notamment conception de ressources éducatives, d'un point de vue ergonomique et autres. Mais il y a quand même, je pense, une focalisation pas mal sur les usages. Ici, l'idée, ce ne serait pas de moins travailler sur les usages, mais davantage de le mettre en lien avec ce qui s'est passé en amont et qui explique ou qui conditionne en partie l'usage. En même temps que de montrer la pluralité des acteurs qui interviennent, donc acteurs économiques, acteurs politiques, etc., on est capable de montrer le pouvoir inégal des acteurs d'agir sur le processus d'innovation. Et c'est là que je reviens sur ce que j'ai avancé tout à l'heure. Nos acteurs éducatifs dans l'ensemble interviennent plutôt tard dans le processus d'innovation, de sorte qu'il y ait des choix, disons, techniques, ont été faits largement en amont, de sorte qu'ils doivent composer avec certains choix et valeurs donc, pour lesquels ils n'ont pas eu à dire et pour pouvoir intégrer les technologies. Et ces choix et valeurs ne sont pas nécessairement orientés pédagogiquement parlant. Ça peut être davantage des choix et des valeurs qui ressortent de l'économique, du politique, du technique. Et de ce point de vue-là, on connaît tous, je pense, des exemples où la sécurité informatique que demandent les écoles et qui est nécessaire par ailleurs vient interférer avec l'usage pédagogique des technologies. C'est le cas, par exemple, quand un enseignant veut télécharger un logiciel mais qu'il ne peut pas le faire parce qu'il lui faut un mot de passe de l'administrateur. Alors, ce que ça nous dit, c'est qu'ici, il y a des choix d'acteurs qui ont été faits, qui ne sont pas pédagogiques, pour une technologie qui, ultimement, doit avoir une visée pédagogique, mais qui, finalement, est interférée, un peu mise à mal par d'autres choix qui ont été faits, notamment donc, des choix de sécurité informatique, mais aussi, comme je disais, des choix économiques, politiques, etc. Alors finalement, ça nous emmène où sur le plan empirique? Si j'avais peut-être deux avenues à proposer pour mobiliser les approches sociotechniques empiriquement dans le domaine des technologies en éducation, ce serait de pouvoir étudier les technologies en éducation dès la conception et jusqu'aux usages pédagogiques. Et de ce point de vue-là, différents modèles sont possibles, mais je mentionne ici le modèle d'Acrich qui me semble intéressant pour lier conception et usage, en même temps qu'il lie d'ailleurs choix, valeurs, etc., et matérialisation de ces choix et de ces valeurs. Dans le modèle d'Acrich, elle cible 3 dimensions. L'inscription qui va davantage porter sur les acteurs, les acteurs dans la première moitié de l'innovation, disons. Les acteurs de la conception vont inscrire des valeurs, des représentations et même des projets éducatifs dans les technologies qu'ils sont en train de développer. Par là même, ils vont se faire une idée des représentations des acteurs éducatifs qui sont visés, mais aussi, par là même, ils vont omettre ou exclure d'autres acteurs éducatifs éventuellement. À partir des valeurs inscrites dans la matérialité de la technique, cette dernière va prescrire ces valeurs, ces représentations, ces projets aux acteurs éducatifs réels. Et c'est souvent d'entre prescription de la technologie et appropriation par les acteurs réels qu'on trouve des écarts entre les acteurs qui étaient visés par la technologie et les acteurs réels. Et c'est là qu'on observe des écarts, des gaps. Et puis enfin, la souscription renvoie davantage, cette fois-ci, aux acteurs éducatifs réels qui vont souscrire à des degrés divers, allant jusqu'à ne pas souscrire, donc finalement rejeter, refuser le dispositif sociotechnique et les représentations, les valeurs, les projets qu'il implique, qu'il prescrit. Et c'est là qu'on entre dans une espèce de négociation au niveau des usages entre dispositifs sociotechniques et acteurs éducatifs, négociation qui va se produire en fonction des capacités des acteurs éducatifs, de leurs conditions, de leurs besoins, de leurs aspirations, etc. Donc, le fait que nos acteurs éducatifs ne sont pas sur un même pied d'égalité non plus lorsqu'ils s'approprient une technologie. Un exemple qui est peut-être banal, mais quand même important parce qu'il pèse, c'est la distinction entre des classes portables dans lesquelles un enseignant a un élève par ordinateur ou un ordinateur par élève plutôt, et puis des chariots mobiles dans les écoles souvent qui sont moins favorisées, qui l'enseignant doit réserver. Les technologies ne sont pas nominatives, il n'y en a pas une par élève et par ailleurs ils doivent ensuite la retourner. Bon, c'est des conditions très différentes dans l'intégration des technologies en éducation et donc des négociations très différentes. Les acteurs éducatifs n'ont pas le même rapport de force vis-à-vis des technologies dans un cas ou dans l'autre.
Ça, c'est une première manière, donc, sur le plan empirique, de mobiliser les approches sociotechniques. Toutefois, quand on regarde les développements actuels, il me semble que ça vaut le coup de croiser cette avenue-là de recherche avec un autre aspect, une autre préoccupation qui est montante et qui concerne cette fois-ci ce qu'on appelle la datafication de l'éducation. De plus en plus, les développements techniques actuels prennent la forme, bien sûr, d'objets techniques, mais aussi et beaucoup de données sous-jacentes, dans le sous-bassement de ces objets techniques-là. C'est le cas donc, avec l'intelligence artificielle notamment, mais avec d'autres développements aussi. De plus en plus de technologies éducatives impliquent la configuration au départ, ensuite la collecte, le traitement, l'interprétation des données durant le processus de conception et d'usage, et éventuellement là-dedans peuvent se glisser différents biais qui pénalisent ensuite les acteurs éducatifs. Donc il me semble que l'inscription, la prescription et la souscription dont je parlais devraient être croisées avec une préoccupation sur non pas simplement l'artefact en tant que tel, mais aussi son fonctionnement et notamment son fonctionnement au niveau des données telles qu'elles sont utilisées, puis des algorithmes qui les organisent. De ce point de vue-là, donc, la datification de l'éducation permet d'étudier les traductions successives des activités éducatives en données, puis ensuite des données en intervention éducative. Un des projets que je vous citais pour le Québec à propos de l'intelligence artificielle pour soutenir l'éducation, un de ces projets-là de système d'intelligence artificielle, c'est de lutter contre le décrochage scolaire. Et pour ça, il s'agit d'arriver à prédire à l'avance donc les élèves qui sont à risque de décrochage scolaire pour mieux intervenir. Donc, il y a là-dedans beaucoup d'enjeux, des enjeux qui ne sont pas assez discutés, je pense, au niveau éthique et critique. Mais on est bien dans une datafication, un exemple de datafication où on prend des données qu'on configure, collecte, traite et puis interprète pour mieux intervenir, etc. Donc, il y a ici des choses, il me semble, à prendre en compte. La difficulté avec cette voie-là qui doit être croisée à la première, c'est qu'elle demande une certaine culture technique, mais sans avoir la culture technique d'un ingénieur en informatique, on peut toutefois essayer de cultiver des collaborations interdisciplinaires, notamment avec des chercheurs en informatique, et ça peut s'avérer alors très, très intéressant, je pense. Ok, j'achève. Je vais passer rapidement là-dessus. Pour ne pas conclure... OK, c'est ça, je me lance quand même, je n'étais pas sûr de ma conclusion. L'étude des effets des technologies sur l'éducation nous propose une relation causale et unidirectionnelle, donc technologie vers éducation, induite par des approches technocentrées. Les approches sociocritiques sont une alternative, mais parmi d'autres, elles ont aussi leurs limites, mais elles proposent une relation davantage ou des relations réseautiques forgées lors du processus de stabilisation d'un dispositif sociotechnique. Par là même, elles sont plus capables, je pense, de conceptualiser la relation irréductible et inextricable entre technologie et éducation, ce que le vocabulaire de la cause et de l'effet ne permet pas nécessairement de faire. Donc peut-être changer de terme, effectivement, peut être bénéfique pour capter ces enjeux-là. Et finalement, s'il y a une chose peut-être à retenir de cette présentation-ci, c'est une banalité, mais encore faut-il le dire, lorsqu'on travaille sur les technologies en éducation, on mobilise nécessairement, d'une manière ou d'une autre, il n'y a plus de diapositives de toute façon, c'est un signe, on mobilise de toute façon, d'une manière ou d'une autre, de manière implicite ou objectivée, une certaine relation technique, société, technologie, éducation. On ne peut pas y échapper dès lors qu'on travaille sur les technologies en éducation, puisqu'on a ici deux objets, mais on travaille à les mettre en relation. Donc, plutôt que de ne pas penser à la relation induite par les choix et les objets d'études qu'on fait, on gagne au contraire à objectiver les choix et les concepts qu'on mobilise en lien avec les relations qu'elles impliquent au niveau de la technique et de la société, parce que ce n'est pas bénin, ça a ensuite des incidences sur la manière de comprendre, de conceptualiser les technologies en éducation. Voilà pour ça, je m'arrête, il fait, je pense, 45 minutes effectivement de présentation, donc ça nous laisse 15 minutes de questions-réponses si vous en avez. Merci de votre attention.
Merci Simon pour cette excellente présentation qui nous permet d'avoir un tour d'horizon de toutes les approches en lien avec le numérique en éducation. Donc maintenant, c'est la place aux questions, aux remarques, aux commentaires, aux compléments. Donc n'hésitez pas. Je vois qu'il y a une question ici. Je peux passer. Oui, bonjour Mireille Bétrancourt. Donc merci pour cette conférence et cette approche tout à fait intéressante, approche sociotechnique. J'ai envie de contredire un tout petit peu et de défendre le paradigme, ce que vous avez appelé le paradigme des effets, parce qu'en fait, ce que vous avez présenté, ce sont quelque part des mauvaises recherches avec de mauvais paradigmes des effets, c'est-à-dire, enfin, tout ce que vous avez annoncé comme écueil dans ces recherches-là, mais ne peut-on pas, enfin. Dans une bonne logique d'une bonne recherche, effectivement, on part d'une théorie, on examine des processus et pas que des résultats, on nuance la portée des résultats et ce genre de choses. Donc, c'est pas que du pré-post-test en disant la technologie est bonne ou pas bonne pour l'éducation. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que les deux ne sont-ils pas compatibles? Parce qu'en fait, c'est pas du tout le même niveau. Dans l'étude, on va dire, des effets. Notamment, on parle souvent des effets sur les apprentissages des élèves. Mais est-ce que les deux ne sont pas compatibles, en fait? De mettre en place des dispositifs sociotechniques avec une approche comme vous l'avez présentée, tout en ne s'interdisant pas d'avoir une logique d'étude des effets. Oui, effectivement, on peut se demander si elles ne sont pas incommensurables même, donc si finalement elles ne sont pas vraiment comparables ou elles n'ont pas forcément l'une à remplacer l'autre, dans la mesure où elles ne sont pas au même niveau tout simplement. C'est possible et en fait dans les faits c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des études sur les effets, puis il y a d'autres études qui abordent les technologies en éducation à un autre niveau. Donc dans ce sens-là, oui, je pense que oui, ce qui me... Disons là où il faudrait être vigilant peut-être, c'est de penser à objectiver alors la relation technologie-éducation qui est induite par ces études-là, disons. Alors comment elles conceptualisent la relation technologie-société et à partir du moment où elles font l'effort d'objectivation et elles le défendent, je pense qu'il y a là le travail effectivement scientifique est fait et on peut parler de bonne recherche comme vous le disiez. C'est le fait de ne pas le faire et donc de l'induire sans le penser, donc dans une sorte d'impensé, je pense qu'il est dangereux, enfin qui est problématique, disons, et qui est dangereux parce que ça est éventuellement récupéré à d'autres fins que celles voulues par les chercheurs. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci. Une remarque ou deux, peut-être? Eh bien, sauf respect des intentions de votre intervention, je pense que la question des effets était très bien traitée là, puisqu'en fait... j'ai l'impression que le mot effet est un euphémisme pour ne pas dire impact, parce que impact de la technologie sur la société, ça fait un petit peu déterministe, et donc et on ne veut pas non plus trop parler d'enjeux. Pourtant, ce vocabulaire des effets, des impacts, des enjeux, il vient des études sur les enjeux légaux, sociaux et éthiques des technologies, tout un champ applicationniste, j'aime bien l'expression, qui s'est de plus en plus développé par rapport à des technologies extrêmement spéculatives. On a besoin de ce type d'études, par exemple sur les enjeux des biotechnologies, c'est un peu là que ça a commencé avec le Human Genome Project, mais on a vu des études ELSI, comme on les appelle, études d'impact en fait, sur des technologies complètement spéculatives et dont on peut se demander donc si ces études ont un sens. Maintenant, je voulais revenir à une chose très intéressante que tu as développé avec le concept de script de Madeleine Akrich, pardon. Donc, le script, c'est le concept qui montre comment les concepteurs d'une technologie préfigurent le comportement de l'usager de cette technologie par avance dans la conception technique, et ça peut se faire en étant ouvert, mais ça peut se faire aussi en créant des points de passage obligatoires. Alors c'est ce qu'un développeur privé d'une technologie XY va faire pour essayer de s'assurer que sa technologie va se diffuser sur un marché, va être utilisée d'une certaine manière et pas d'autre, qui va lui profiter.
Mais ce concept est très fondamental pour expliquer le rapport entre concepteurs et usagers et permet de se dire aussi qu'on peut faire participer les usagers à la conception de la technologie dès le départ. Et c'est ça qui nous manque. Et je pense que ça, ce serait, comme Lionel Alvarez-Kellal l'avait expliqué, une façon de façonner les technologies où l'école, les enseignants, les acteurs seraient directement acteurs quoi, de ça. Puis peut-être encore une remarque sur c'est vraiment cette division de valeurs entre d'un côté la technique, de l'autre le social, etc. D'abord c'est faux, c'est très trompeur, puis il y a une sorte de tyrannie douce quand on divise les gens en technophiles et technophobes, parce que si on regarde dans la salle, je pense qu'il y a des gens bien plus qualifiés que moi pour voir que dans l'enseignement, les enjeux sont multiples et ne se divisent absolument pas de cette façon. Donc on en revient à l'article de Bruno Latour de 1983 qui s'appelle « Comment redistribuer le grand partage ?» Parce que ce grand partage entre valeurs d'un côté et technique de l'autre, entre sciences de la nature et sciences sociales de l'autre, est totalement trompeur et tyrannique. Donc comment redistribuer en fait les enjeux, sachant que la technologie est ambivalente par nature. Voilà. Donc un beau programme de recherche. Merci beaucoup. Je n'ai pas posé de questions, mais j'ai essayé de relancer cette pensée. Merci en tout cas. Simon, tu veux réagir ou... Peut-être oui, notamment pour la participation des acteurs éducatifs au processus de conception. C'est quelque chose qu'on observe effectivement de plus en plus, à mon avis, qui est prometteur. Il y a une montée en puissance d'une manière générale de l'usager dans la conception. Parce qu'on s'est bien rendu compte, justement, à force d'études, que l'équipe de conception en tant que telle ne suffisait pas à épuiser là, les usagers réels possibles. Il y a aussi des embûches là-dessus, donc c'est un beau défi à relever, mais effectivement, au niveau des technologies en éducation, on gagnerait à prendre beaucoup plus des logiques pédagogiques qui sont celles donc, des enseignants pour partir de là et concevoir en conséquence. Et ça amène alors une réflexion sur la gouvernance des technologies en éducation. À l'heure actuelle, les enseignants ont finalement la part faible dans l'orientation des technologies éducatives, je pense. Elles sont davantage faites par d'autres acteurs avant eux ou autour d'eux, et eux arrivent, comme je le disais, davantage à la fin du processus. D'une manière générale, ensuite sur des initiatives particulières, il y a des beaux efforts là, de prise en compte des enseignants dès le départ. D'une manière générale, je pense qu'il faudrait peut-être revoir à démocratiser davantage les technologies en éducation, démocratiser étant s'assurer que les enseignants participent dès le processus de conception, s'assurer même qu'ils puissent d'une manière générale orienter les technologies et les développements techniques en fonction de leurs besoins, de manière à pouvoir vraiment avoir des technologies éducatives qui ont un primat pédagogique et non pas d'autres primats qui finalement s'imposent avant le primat pédagogique qui est finalement le parent faible in fine de certaines solutions technologiques. Oui, merci beaucoup Simon. Moi je voulais, j'ai une réaction et je te laisserai réagir comme tu veux à la réaction. Moi je suis très sensible à tout ce que tu expliquais pour ne pas conclure, c'est-à-dire l'approche socio-technique pour remettre du social en fait dans tout ça, dans la conception du rapport de l'éducation et des technologies. Mais il me semble, je dis pas du tout que c'est ce que tu as fait, mais que c'est un risque permanent en fait qu'on a au-dessus de la tête quand on fait ça, qui est de méconnaître en fait l'ampleur de la révolution du rôle social de l'éducation qu'on a connu dans les dernières décennies. Je prends un exemple très simple. Dans le tableau que tu as présenté, tu mettais l'éducation et le social du côté du fonctionnement démocratique. L'idée que la démocratie pénètre le domaine de l'éducation, moi je suis totalement convaincu, mais c'est une idée, je pense à Alain Renaud qui a très bien montré ça dans La Libération des enfants, qui est extrêmement récente. Au niveau de la formalisation, si on veut donner une date, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, qui a été transcrit par exemple dans les politiques publiques d'éducation française, dans l'idée que l'élève est au centre du système éducatif. Donc la quête de personnalisation dont tu as parlé, donc de nouvelles problématiques qui créent une demande de réponse de solutions, qui créent une offre solutionniste. Donc ce que je voulais dire, c'est que si peut-être il y a évolution entre écrire sur des tablettes d'argile dans l'école romaine et écrire sur une tablette tactile aujourd'hui, entre les conceptions du rôle social de l'éducation à Rome et aujourd'hui, là il y a révolution, vraiment pour le coup. Et du coup, en faisant rentrer ce social-là, on
on fait rentrer cette révolution-là qu'il faut penser, me semble-t-il, de concert, la révolution démocratique en fait, qu'il faut penser de concert avec toutes les formes d'évolution technologique qu'on peut vouloir penser. Enfin, voilà. Je veux savoir ce que tu en pensais. Oui, de ce point de vue-là, je trouve effectivement que le questionnement est difficile parce que l'école n'est pas tout à fait démocratique et en l'occurrence, par exemple, les enseignants n'élisent pas leur direction d'école, n'élisent pas le ministre nécessairement. Les élèves sont des futurs citoyens, ils ne le sont pas encore. Donc il y a forcément, de par la mission éducative même, une certaine une prescription nécessaire pour savoir quoi enseigner aux élèves. A priori, les élèves on conçoit, enfin en tout cas ça me rebute pas l'idée que c'est pas nécessairement aux élèves de décider ce qu'ils veulent apprendre, qu'on peut le faire collectivement, etc. Donc l'école n'est pas tout à fait une institution démocratique dans ce sens-là, et pour autant elle y participe largement, ce mouvement démocratique. Et au niveau des technologies, si je reviens donc à ma bébête, ça met ça dans une drôle de posture. Quand je disais tout à l'heure démocratiser davantage le fonctionnement des technologies en éducation, oui, mais dans une structure qui n'est pas tant que ça pour autant, mais qui doit préparer à ça. Et là, il y a une ambiguïté, une tension, je pense, avec laquelle on navigue systématiquement quand on essaye de parler de démocratisation via l'éducation, dans son fonctionnement même et non pas dans ses visées. Le fonctionnement n'est pas forcément démocratique, il a une visée, par contre, de démocratisation qui est fort importante. Alors, cette tension-là, je la trouve difficile en tout cas, elle est difficile à prendre en compte et pourtant elle est essentielle à naviguer. Mais je ne peux pas te répondre plus que ça. Merci beaucoup. Il y a encore une question ici, je ne sais pas, encore une derrière. Merci beaucoup Simon pour cette conférence extrêmement intéressante qui revient aussi aux sources du domaine NCS et qui réinterroge en fait fondamentalement ce que Marc a désigné clairement, la notion d'impact. Alors moi j'aimerais revenir sur un ou deux éléments qui sont liés aux natures telles que vous les avez posées, notamment la question de la nature et des effets en mettant d'un côté la nature technique et la nature sociale, éléments qui sont négligés mais éléments qui aussi dans une vision performative font que ceux qui définissent ces natures sont souvent à l'heure actuelle des ingénieurs du social, donc qui vont dire non, c'est les techniques se posent comme ça. Il me semble qu'il y a un élément essentiel dont on a assez peu parlé, et ça revient à la notion des effets tels que Mireille en a parlé tout à l'heure, c'est la notion du temps. Actuellement, quand on parle d'impact des technologies ou de mesure des impacts ou des effets, pour garder l'euphémisme, on se donne un temps extrêmement court. Or, quand on revient, y compris à des lectures comme celle de Rosa, on voit que une des dimensions fondamentales qui distingue l'éducation, c'est la notion de temps long par rapport à une accélération générale du temps, générale des activités et des preuves de l'efficience. Alors, ma question, si c'est une question ou plutôt une remarque, je ne sais pas très bien, c'est plutôt comment est-ce qu'on va questionner la gouvernance des recherches et finalement les allocations de fonds sur les rapports entre numérique, inclusion, même bien-être et éducation-formation, puisqu'on constate que les programmes, et c'est un des éléments de la conférence de Cédric qu'on retrouve également en Suisse, les programmes qui sont liés au numérique, qui sont liés à l'éducation, pensent en termes d'impact, pensent en termes d'efficience, et je rappelle que l'efficience, c'est quand même une diminution des coûts par rapport à des résultats mesurables, et tout ceci sur le temps court. Donc comment peut-on faire pour essayer de réfléchir, repenser, y compris la manière dont la recherche et les politiques partisans mettent en place une politique au sens de politics en anglais, qui va dans le sens d'une stabilisation fondamentale du numérique comme donnée finalement décisive et entraînante du social actuel. C'est une vaste question, très intéressante. Je me demande si le piège dans lequel, effectivement, en tout cas où le risque, c'est effectivement que les politiques sont sur des temps courts parce qu'elles suivent un agenda technique qui, lui, se renouvelle très régulièrement, donc qui réactualise les questions, etc.
Et de ce point de vue-là, ce qui nous manque un peu pour reprendre de la distance, c'est de mettre en relation les développements techniques actuels avec les techniques antérieures. Et de ce point de vue-là, donc, les relations non seulement avec du numérique actuellement, avec le manuel scolaire, avec l'écriture papier-crayon, mais avec les techniques en éducation plus largement. Et je pense qu'on gagnerait à avoir des recherches et peut-être des politiques subventionnaires qui ne se penchent pas uniquement sur le numérique ou qui ne focalisent pas sur le numérique, mais qui focalisent par exemple sur les techniques en éducation. Ça permettrait alors d'appréhender, de sortir un peu de l'immédiateté des derniers développements techniques et de pouvoir appréhender les techniques d'une manière large et donc sur le temps long, puisqu'effectivement, il y a des techniques qui sont en éducation depuis maintenant, je veux dire, des décennies, voire des siècles, et qui perdurent. Les technologies numériques ne peuvent être comprises que lorsqu'elles sont mises en tension ou prises en considération dans l'ensemble de ces techniques-là. Donc, c'est peut-être finalement de moins focaliser sur les technologies en tant que telles, parce que par technologie numérique notamment, on entend vraiment les derniers développements, et il y en a beaucoup et ils sont fréquents, et plutôt d'avoir une vision large, une redéfinition du numérique sous l'angle vraiment des techniques en éducation ou des technologies en éducation, mais prises dans leur sens large pour ne pas rester coincé dans les derniers développements techniques. C'est qu'une moitié de réponse, parce qu'après, à opérationnaliser, on comprend bien que d'un point de vue politique, investir dans les techniques en éducation, c'est pas très sexy. Et que ça demanderait sans doute à reformuler pour que ce soit mis en pertinence et puis validé socialement, accepté. Mais il me semble qu'on est trop collé sur l'agenda technique et son développement, et que c'est ça le problème, alors que si on définit les technologies de manière plus large, dans l'ensemble technique, dans l'ensemble des techniques en éducation, alors on est capable de prendre en compte les temps longs davantage. En somme, il s'agirait de banaliser finalement le numérique parmi l'ensemble des techniques en éducation. Excusez-moi. Merci pour ta conférence. Je rebondis sur l'idée d'étudier les usages de la conception jusqu'aux usages des enseignants et des apprenants. Je trouve cette idée intéressante, mais tout de même limitée, parce que la limite, c'est que on ne peut s'intéresser qu'aux outils ou aux technologies conçues à des fins éducatives. La plupart du temps, je sais pas, le tableur, les robots de téléprésence, les réseaux sociaux, et puis on peut allonger la liste, n'ont pas été conçus à des fins éducatives. Donc comment est-ce que les chercheurs peuvent, dès la conception, se dire « Ah, là, il y a peut-être quelque chose qui va nous intéresser à des fins éducatives, et donc on va essayer de regarder ce qui se passe. » Voilà. Dans les études sur les sciences, technologies, sociétés, souvent c'est davantage les manquer finalement d'une innovation qui suscite l'étude. Autrement dit, il y a quelque chose qui se passe que c'est suffisamment accidentel pour se dire oula, il y a quelque chose qui a déraillé, mais c'était quoi? Et dans ce cas-là, donc il faut une étude rétrospective, donc entrevue avec l'équipe de conception, cahier des charges, persona, etc. Tout ça, c'est des documents qui généralement restent et qui peuvent alimenter une analyse rétrospective. Bien sûr, si on a en plus une innovation qui est en cours, ben, c'est tant mieux, là on est vraiment in situ, mais c'est aussi possible de le faire rétroactivement, et de très belles études de cas ont été faites, beaucoup sur la base sur une base rétrospective, même de manière historique, autrement dit en retournant vraiment dans des archives, en essayant de retracer un peu les liens. Et ça permet d'aborder ce point très intéressant que tu mentionnes, à savoir que beaucoup des technologies en éducation ne sont pas des technologies éducatives. Et c'est intéressant à mentionner parce que ça pose des enjeux supplémentaires pour les enseignants, dans la mesure où les usagers visés par les équipes de conception au moment de la conception ne sont pas, sont encore plus loin des usagers réels, à savoir des usagers, des acteurs éducatifs, qui se doivent donc de retrouver une logique pédagogique pour une technologie qui n'avait pas de représentation et une finalité pédagogique initialement. Donc, je pense, des cas d'études très intéressants. La manière d'aller les chercher, c'est peut-être de manière rétrospective. Ouais. Merci. On prend une dernière question parce qu'on a déjà dépassé le temps.
Alors, bonjour Simon, merci pour ta conférence. Alors, nous autres chercheurs en technologie éducative, je pense qu'on pêche parfois ou même souvent par un certain technocentrisme et je m'en avoue coupable. Cependant, ce qui m'interroge, c'est un peu les rapports entre le phénomène, le phénomène des startups dans le monde du EdTech qui ont vraiment pris un essor sans précédent au cours de la pandémie. Et pour vous donner une idée, on prévoit un marché de 100 milliards en 2022 et de 300 milliards dans 10 ans. Alors, il y a une poussée phénoménale aux États-Unis, en France, un petit peu moins au Québec. Et le monde de l'éducation s'est toujours tenu un petit peu à part, particulièrement au Québec un peu plus qu'ailleurs. On a des hésitations. Alors, moi, j'aimerais avoir tes vues sur le type de relations que les sciences de l'éducation, que les chercheurs, et puis aussi, on forme souvent les formateurs, les ingénieurs pédagogiques qui sont embauchés par ces firmes-là. Et ces rapports-là sont comme, à quelque part, remplis d'ambiguïté. Donc, à la lumière de ta perspective, comment vois-tu les rapports qu'on devrait ou qu'on devrait pas, qu'on pourrait ou qu'on pourrait pas développer avec ce domaine-là des startups dans le domaine du EdTech? Ça aussi, c'est une belle question. J'aurais envie peut-être de commencer par distinguer différents types de EdTech, notamment dans le paysage québécois, mais aussi ailleurs. On pense souvent par EdTech aux GAFAM, Google Classroom, etc., qui sont effectivement quasiment des empires qui sont internationaux, qui s'imposent, qui ont des grands moyens aussi de s'imposer dans les systèmes scolaires, moyens techniques, moyens marketing, etc. On a aussi, notamment au Québec, et puis je pense ailleurs aussi, des startups là, qui sont vraiment plus petite échelle, plus près des milieux scolaires locaux et donc plus en phase avec ces milieux-là et qui sont notamment développés par des gens qui ont ou sont encore dans le milieu de l'éducation, notamment des enseignants ou autres. Alors, c'est pas la même relation, je pense, qu'on peut avoir avec les deux. Dans les deux cas, je pense qu'il ne faudrait pas couper, bien sûr, les liens avec les startups et l'industrie EdTech d'une manière générale parce qu'on gagne à collaborer, ne serait-ce que pour comprendre comment elles fonctionnent et puis éventuellement les incidences de leur fonctionnement. Je pense que le fait de travailler avec eux peut aussi permettre de sensibiliser à la prise en compte notamment du primat pédagogique, à la prise en compte de la réalité des acteurs visés, de l'importance de la participation des acteurs éducatifs dans le processus de conception et éventuellement des enjeux éthiques et critiques d'ailleurs qui surviennent et qui ne sont pas forcément anticipés par les équipes de conception. Donc, à mon avis, la collaboration est intéressante. Je mène un projet présentement sur les enjeux éthiques et critiques des systèmes d'intelligence artificielle développés par des équipes de conception. Et globalement, je suis surpris parce que je m'attendais à ce qu'ils soient très récalcitrants vis-à-vis de ces thématiques-là, que je sois assez malvenu. Finalement, ceux qui acceptent de participer, il y a un biais de participation ici, mais ceux qui acceptent de participer sont tout à fait intéressés et non pas forcément très avancés, mais intéressés à s'attaquer à ces questions-là, à voir dans quelle mesure ils peuvent l'intégrer. Pour des finalités, bien sûr, je veux dire stratégiques. Ils veulent que leur technologie, leur solution technologique soit la plus efficace possible pour le coup, mais en prenant en compte justement ces aspects-là. Et ils sont relativement ouverts. Alors, je pense qu'il y a ici des voies de collaboration qui peuvent être intéressantes. Tant, je pense qu'on garde notre autonomie, comme en parlait Cédric hier, autrement dit, autonomie du chercheur de poser les questions et de formuler les questions telles qu'elles sont pertinentes à formuler d'un point de vue scientifique et non pas dans l'agenda économique qui est le leur. Je pense que c'est à cette condition-là que ça peut être fructueux. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Simon Collin, pour cette conférence.